Amis réfractaires, aujourd'hui on va donc discuter, comme tu l'as vu dans le titre, de la grande mutation qui est en train de se passer dans le monde médiatique. C'est un article du Monde diplomatique qui nous permet de voir un peu plus clair là-dedans, et pendant qu'on va parler de ça, on va repoter des plantes. Voilà, n'importe quoi cette chaîne. La critique média, c'est ce qu'on a tous en commun ici, et on le retrouve constamment dans les mouvements populistes. On se méfie d'une presse complaisante et toujours détenue par la même caste de milliardaires. Cette critique, il faut la remettre au goût du jour en y intégrant l'influence des réseaux sociaux qui sont en train de tout bouleverser, et quel hasard, c'est l'objectif du bel article du Monde diplomatique qu'on va voir ensemble. Alors pour commencer, il faut comprendre que le modèle médiatique dominant encore aujourd'hui, c'est celui que le monde diplomatique appelle de double dépendance, c'est-à-dire la dépendance à la fois envers les annonceurs qui financent à travers leur publicité, mais aussi la dépendance envers les actionnaires et en général les milliardaires qui remettent dans le pot quand le média a un problème, qui fait que même quand le truc est pas trop rentable à un moment, il fait pas faillite. Le journal doit alors informer, oui, mais surtout impérativement être une vitrine pour les annonceurs multinationales. La ligne éditoriale véhicule ainsi les valeurs de la société marchande, valorisant le droit sacré du consommateur, dénigrant toute perturbation à l'ordre social, afin de donner de la valeur à des pubs inutiles qui sont là juste pour boucler les fins de mois. Ce moment plutôt prospère de la presse s'est accompagné d'une élévation du niveau de vie des journalistes, ou du moins de certains journalistes et de leur embourgeoisement. La condition sociale des travailleurs s'est alors mise à épouser les nouveaux objectifs de leur entreprise, créant l'entre-soi et la bêtise qu'on peut retrouver aujourd'hui en lisant ces vieux journaux. Et donc si l'entrée dans la société de consommation a permis l'émergence d'un modèle qui est composé d'actionnaires et d'annonceurs, l'arrivée d'Internet et de ses algorithmes favorise la transformation du monde médiatique actuel vers quelque chose qu'on va essayer de décrire aujourd'hui. Et pour rendre compte de cette situation, il n'y a rien de mieux que les chiffres. Entre 2008 et 2019, le nombre de journalistes a baissé de 6% en France et 25% aux États-Unis, où plus de 36 000 emplois dans la presse écrite ont été détruits, quand à côté, ils ont recruté 10 000 personnes dans le numérique. Toujours aux États-Unis, c'est la presse locale qui est en train de fondre. 2100 quotidiens ou hebdomadaires ont été supprimés depuis 2004, soit près d'un quart d'entre eux. Et ça, c'est dû principalement au fait que YouTube et Facebook sont entrés dans la danse. Ils ont réussi à capter des données de millions et de millions d'utilisateurs, ce qui fait qu'ils ont pu mettre en place des pubs ciblées. Ce qui fait que les entreprises se sont mis à largement utiliser ce truc-là parce que c'était beaucoup plus rentable et à délaisser les pubs qui étaient mises sur les journaux. Ce qui fait que depuis 2008 et l'entrée en scène de Facebook et de Google, le revenu dû à la publicité des médias a été divisé par 3. Et l'ironie dans l'histoire, et ça rappelle un peu l'histoire qu'on a vue avec l'Australie dans les revues de presse, c'est que Google et Facebook, c'est pas des créateurs de contenu. Tout ce qu'ils font, c'est partager le contenu de d'autres, et notamment des médias. Ces mêmes médias à qui ils ont sucré tous leurs revenus publicitaires. Et ils sont tellement dans la merde, ces médias-là, qu'ils sont obligés même de payer Facebook et YouTube pour mettre en avant leur contenu. La chute des prix des publicités a donc fait largement baisser le revenu de ces médias-là, et ça s'est répercuté dans ce qui était le moins rentable, c'est-à-dire le journalisme d'investigation et tout le journalisme qui est lié au papier. Avec le confinement, ça a empiré. Le Monde, par exemple, a perdu 20% de ses revenus, quand New York Times encaisse, lui, une chute de 44% de ses revenus. Bref, la redéfinition des moyens de communication et l'arrivée de nouveaux acteurs a détruit la source de revenus des médias qui n'arrivent même plus à être rentables, mettant fin au système de double dépendance publicitaire et actionnariale. Une transformation qu'on va détailler dans cette vidéo en 7 points, et le premier d'entre eux, c'est la modification dans le modèle de financement. On l'a dit, la numérisation, la chute des prix des pubs et la chute des ventes des journaux papier ont mis dans une merde noire tous les médias. Et là-dessus, tu as 3 conséquences directes. 1. Les grands médias généralistes sont aujourd'hui largement numérisés. Le Monde a 100 000 abonnements papier pour 360 000 abonnements numériques. Pareil pour le New York Times qui aujourd'hui gagne plus d'argent avec son site qu'avec ses journaux papier. Le champ de bataille médiatique se passe aujourd'hui largement sur Internet et sur les réseaux sociaux, et tout l'appareil économique et médiatique l'a bien compris. 2, c'est le renforcement de la dépendance financière vis-à-vis du pouvoir actionnarial, ce qui veut dire aussi un renforcement du contrôle éditorial par ces mêmes milliardaires, comme on le voit de manière assez brutale chez Bolloré en ce moment. Dans l'avenir donc, ce genre de truc, ça va pas s'arranger.
Troisième point, une des rares solutions qui restent aux médias pour se financer, c'est donc les abonnements. Et pour avoir des abonnements tout en ayant moins d'argent, il faut essayer de créer un maximum d'engagement avec un minimum de salariés. Donc adieu les journalistes et bonjour les communicants qui cherchent à faire des retweets, quoi. Tout simplement. Et des retweets, c'est pas basé sur des valeurs journalistiques. C'est basé sur l'algorithme de Twitter qui consiste à essayer de faire un maximum de trafic, un maximum d'influence, un maximum de réactions. Ce qui fait que la valeur aujourd'hui d'une information n'est pas dans sa qualité journalistique, mais dans sa capacité à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un média qui n'arrive pas à se démarquer dans un marché de niche comme Mediapart, Le Diplo ou La Croix est donc à la fois sous la totale dépendance de leurs actionnaires et obligé d'orienter leur travail vers une polémique permanente. La Macronie sait que ça marche comme ça, d'où le fait qu'il n'hésite plus à balancer des mots comme islamo-gauchisme qui sera répété en boucle par les médias qui ont besoin de réactions qu'une bêtise peut générer sur les réseaux. L'excitation est considérée comme une marchandise comme les autres. Il était temps de faire quelque chose. Quant à l'État dans l'équation, il représente pas grand-chose. Parce que lui, c'est vrai, il donne beaucoup d'argent, mais il le donne de manière quasiment inconsidérée à tous les potes milliardaires de la Macronie. Et le CSA, lui, il ne contrôle pas grand-chose, comme on peut le voir en ce moment avec CNews. Donc là-dessus, il y a du copinage qui renforce encore, oui c'est vrai, le pouvoir des actionnaires. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler le court-circuit ou ce qu'on peut appeler de manière beaucoup plus pompeuse, la circulation circulaire de l'information. Pour comprendre ça, on va prendre un exemple d'il y a 20 ans. Par exemple, si tu as Libération qui fait une enquête, un truc qui a duré pendant plusieurs mois, qui a nécessité du travail et tout ça, et que personne n'était au courant à part eux, tu te retrouves un beau matin chez ton bureau de ton marchand de tabac, là, et tu récupères le journal de Libération, et c'est les seuls à parler de cette enquête. Parce qu'elle vient de sortir, et tous les autres, évidemment, ils n'ont pas pu copier l'article de Libération, puisque l'article n'était pas sorti. Ce qui fait que le média qui sortait l'information avait le privilège exclusif de cette information-là. Et les gens qui voulaient voir cette information dès le jour de sa sortie étaient obligés d'acheter à Libération, ce qui fait que ce média-là était récompensé par son travail. Alors qu'aujourd'hui, si tu as Libération qui sort une enquête comme ça, tu es sûr que quasi instantanément, tous les autres médias en parlent. Et si Libération fait un article réservé aux abonnés, l'article qui sera le plus partagé, ce sera l'article d'un autre média qui va dire tout ce que dit Libération sans lui le réserver à ses abonnés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la grosse différence d'hier, c'est que les révélations et le travail d'investigation n'est tout simplement plus rentable. Troisièmement, c'est le changement de la distribution qui provoque un effet bulle. Avant Internet, il n'y avait pas tant de choix que ça pour la distribution. C'était surtout les bars, les tabacs et le supermarché. Et envoyer autant de papier au beau matin est une galère incroyable qui a poussé à la centralisation de la distribution. Et en France, ça s'est concrétisé avec une entreprise qui s'appelle Prestalis. Toute la presse passe alors dans le même réseau, est exposée au même endroit et surtout à la vue de toutes les classes sociales de la population. En gros, soit tu parlais à tout le monde, soit tu parlais à personne, mais il n'y avait pas de demi-mesure. Et ça, c'est tout le contraire de maintenant où le fonctionnement même de Twitter, de Facebook, machin, ça consiste à faire des effets bulles où tu n'es pas en contact avec toutes les classes de la population, mais tu es seulement en contact avec les personnes avec qui tu es d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mécanisme-là? Parce que les réseaux sociaux, eux, ils ont intérêt à augmenter le trafic pour augmenter la fréquence de leur publicité. Et on sait très bien qu'on a plus tendance à réagir sur des personnes qui sont d'accord avec nous, ou alors à l'opposé, des gens qui sont totalement en désaccord avec nous. Mais ça crée des effets bulles, soit d'action, soit de réaction, soit d'empathie, soit de détestation. Mais t'as pas d'entre-deux. On a l'impression qu'ils sont juste là pour réaffirmer ce que leur communauté veut entendre et sont donc prêts à partager. Mais tu as un autre mécanisme qui est aussi assez important. Dans leur recherche d'exposition, les médias se concentrent sur un réseau social en particulier qui s'appelle Twitter, principalement utilisé par la bourgeoisie cool et urbanisée. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à ces personnes-là? Parce que ce sont eux qui ont l'habitude et qui sont capables de dépenser de l'argent dans des abonnements parfois très chers. Tout ça pour avoir accès à une information qui est juste un petit peu plus détaillée que ce qu'on peut retrouver dans les médias gratuits. Et tu as aussi des personnes qui s'abonnent à des médias juste pour marquer la fierté qu'ils ont de leur opinion. Twitter est alors devenu une jungle avec tous les médias en surreprésentation, où tout le monde est en concurrence avec tout le monde, et donc chaque jour il faut faire plus, investir plus pour trouver de nouvelles méthodes, bref, ça ressemble à une belle fuite en avant.
D'autant plus que les journalistes sont eux aussi désurbanisés, même si leur salaire baisse de plus en plus. Ils sont donc très à l'aise avec Twitter. Et leur compte devient aussi une véritable monnaie d'échange pour justifier une augmentation ou se faire embaucher par d'autres médias. Bref, tout le monde a intérêt à entrer dans la danse des influenceurs. On a l'impression que les médias cherchent juste à crier très fort ce que d'autres personnes vont répéter très fort pour générer du trafic et rien d'autre. On a l'impression que les médias sont devenus des influenceurs comme les autres. Quatrième point, c'est la fin de l'unité. Avant, tous les articles étaient dans un même journal et donc tout suivait une même logique. Tout était intégré dans un seul produit qui était revu par toute une hiérarchie qui faisait avec le rédacteur en chef qui relisait pour être sûr que tout ça avait une continuité, tout ça avait une ligne et une identité qui était propre. Et ça, c'est pas un choix qui était fait, c'est la technique de l'époque qui imposait le fait qu'on fasse un journal, parce qu'on pouvait pas faire de site, parce qu'on pouvait pas faire de trucs à la volée. Mais aujourd'hui, avec la numérisation, c'est plus du tout le problème. Parce que là, tu n'es plus obligé de faire juste un journal papier imprimé par jour. Là, tu peux faire autant d'articles que tu veux, tous les moments de la journée. Ce qui fait que aujourd'hui, les médias, c'est plus un truc construit cohérent, c'est plein de petits articles qui essayent de satisfaire telle ou telle communauté pour essayer de générer du trafic et donc générer de l'engagement et, espère-t-il, des abonnements. C'est un comportement qui est le sujet d'une prépublication examinée par notre Chaminou national qui montre que les journalistes surréagissent dans l'espoir d'être exposés. Quand un thème augmente son activité de 1% sur Twitter, tu as une augmentation de médias engagés sur ce thème de 1,36%. Et surtout, une augmentation du nombre d'articles de 8,89%. Ce qui veut dire que l'activité médiatique est déterminée par l'activité de Twitter, mais ça de manière exponentielle. Les médias recherchent absolument la tendance. Ils veulent même la créer pour profiter de l'excitation pour être exposés. Mais cette autopromotion médiatique est aussi brutale qu'éphémère, puisqu'une autre polémique et un autre hashtag prendront très rapidement le dessus. Ce qui fait que, sorti d'absolument nulle part, tu as des sujets qui arrivent sur la table, non pas parce que ça correspond à une réalité de ce que nous on ressent tous là en tant que Français vivant dans la même société, mais simplement parce qu'une communauté proactive a bien parlé d'un sujet de manière suffisamment clivante pour que ce soit en tendance sur Twitter et donc que les médias s'intéressent au sujet et qu'ils font plein d'articles et les articles faisant les articles et faisant les opinions. Après tu as les hommes politiques qui se positionnent machin. Ce qui fait que tu as des événements médiatiques qui sont créés quasiment à partir de rien et qui ne correspondent absolument pas aux réalités qui sont les nôtres. Cinquième point que je trouve assez important aussi, c'est les conditions de lecture. Avant, un journal devait convaincre une personne qui avait d'ailleurs déjà acheté le journal, mais il devait le convaincre alors qu'il était assis avec son café tranquille au bar. C'est une relation totalement différente que lorsque un journal doit se battre sur un fil d'actualité Twitter avec une concurrence de malades et qui ne peut juste pas poser le propos, où il doit juste essayer d'exciter, où il doit juste essayer de retenir l'attention. C'est une logique qui est totalement différente et qui influence aujourd'hui énormément la production médiatique. Il n'y a pas le temps de réfléchir, il n'y a pas le temps de faire des enquêtes, il n'y a pas le temps de faire des investigations parce qu'il faut être plus rapide. Et vu que tu as toujours un média qui est prêt à faire le sale boulot et à repartager n'importe quoi le plus rapidement possible pour essayer d'avoir justement cette tendance-là, pour être l'article qui va être partagé par rapport à cette information-là, eh ben ça pousse tous les autres médias vers le bas, à essayer de publier des articles les plus rapides et les plus putaclic. Avant, le rythme médiatique, il était donné par la logistique qui avait besoin au minimum d'une journée pour réimprimer et redistribuer les journaux. Ce qui fait que tu avais au moins une journée de pause. Et ça commençait à changer avec la télé, ça s'est foutu le bordel avec le numérique là, puisque là, en permanence, tout le temps, quoi qu'il arrive, tu as des infos qui peuvent sortir et donc les médias doivent être toujours au taquet. Le sixième point, c'est le fait que les médias, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et notamment à travers Twitter, ne parle pas aux gens, mais parle aux influenceurs, ce qui est une logique totalement différente. Il faut savoir qu'aux États-Unis et très probablement dans les mêmes proportions en France, il faudra regarder, mais tu as 80% des tweets qui sont générés par 10% des personnes. Ce qui fait que tu as une petite minorité qui est absolument en rien représentative de quoi que ce soit, qui décide de ce qui est en tendance ou de ce qui ne l'est pas. Qui décide si oui ou non ce média va gagner face à l'autre. Ce qui fait que quand tu es un média genre Le Monde, Le Figaro, Libération et tu n'as pas forcément des gros arguments à faire valoir, eh ben, ta stratégie c'est non pas d'essayer de créer forcément l'engouement à tous tes lecteurs, mais au minimum de créer l'engouement vers quelques personnes très spécifiques qui sont les influenceurs.
Et forcément, ça crée un peu des comportements malsains et pas très journalistiques, quoi. Qui est fait de copinage, qui est fait de provocation, ou qui consiste à en mettre en avant des personnes qui sont en rien représentatifs et qui vont après faire des débats avec Gabriel Attal sur Twitch, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Septième point, c'est ce qu'on va appeler la confusion. En gros, avant, on n'avait pas tous ces claviers, et du coup, on fermait nos gueules, comme dirait l'artiste. Je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais en tout cas, tu avais une espèce de petit cocon qui faisait que les journalistes n'étaient pas directement en contact avec les réactions que faisait leur article. Ils étaient un peu dans leur bulle, ils n'étaient pas très excités par ce qu'ils faisaient forcément. Tu vois, il n'y avait pas des réactions de dingue quand ils faisaient une révélation ou quand ils faisaient un article. Là, le moindre geste qu'ils font dans un média, c'est un tweet, c'est des réactions, c'est des mecs qui s'insultent, c'est des mecs qui réagissent. Et donc, ça fait un peu le bordel, quoi. J'ai l'impression que tu n'as plus qu'un seul comportement sur Twitter, c'est celui de l'influenceur, et que tu n'as plus de séparation entre un média et un bonhomme. Tu n'as plus de séparation entre un journaliste et un lecteur. Parce que les deux, ils ont cette capacité à parler, parce que les deux, ils ont l'opportunité d'influencer dans le mouvement social et d'avoir cette expression sur Twitter. Et c'est pas parce que tu es un journaliste que ta parole va plus porter qu'un inconnu sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Ce qui était évidemment totalement l'inverse quand les journaux seuls pouvaient parler, parce que là, c'était des journalistes et c'était géré par la corporation des journalistes. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça amène à cette confusion que tout le monde se ressemble et tout le monde fait la même chose. Après, tu me diras, c'est vrai que les médias, ils peuvent porter une singularité par rapport à d'autres en disant, nous, on fait un travail de journaliste, alors que les autres, ils font de la merde. Et ils pourraient faire ça. C'est vrai, les médias milliardaires pourraient faire ça. Mais tu as deux contradictions majeures. Déjà, si les milliardaires, ils ont investi des millions et des millions dans ces médias-là, c'est justement pour avoir un contrôle de l'information, de la ligne éditoriale. Et déjà que c'est pas rentable de faire l'investigation, alors en plus, ils n'ont aucun intérêt politique à le faire, ils vont pas le faire. Ou alors ils vont le rendre structurellement impossible parce que tu n'auras pas les gens et tu n'auras pas les moyens de le faire. Ce qui fait que deuxième raison, même si tu as des structures médiatiques qui sont suffisamment autonomes ou que tu as des petits bouts qui essayent encore de résister aux pressions actionnariales, qui essayent de faire des choses, ils peuvent tout simplement plus le faire parce que tu n'as plus les journalistes qui sont là. Voilà, tu n'as plus les journalistes. Et vu que tu n'as plus les journalistes, tu peux plus faire le travail de journaliste. C'est con, hein, mais si tu n'as pas de journaliste, tu fais pas grand-chose. Toutes ces mécaniques, et il y en a d'autres évidemment, montrent que les médias sont influencés par le système économique et les différents moyens de production de l'information. Au-delà de la question de la libre expression, c'est bien les questions matérielles et concrètes qu'il faut poser, parce que ce sont ces questions qui, au jour le jour, influencent les structures médiatiques. Alors oui, il y a une mutation en cours entre le modèle actionnarial annonceur vers quelque chose qui, je ne saurais pas trop le définir, mais probablement d'un côté soit des trucs dégueulasses à la CNews qui vit de polémiques et de l'absence totale de travail journalistique, ou alors des modèles comme le JDD qui dépend aujourd'hui largement de son actionnaire et de sa soumission au pouvoir, ce qui ne va pas aller en s'arrangeant vu les chiffres de vente. Et ce qui est rigolo, c'est que les arguments qu'on a déployés ici, qui consistent à dire que les médias utilisent les algorithmes pour essayer de se faire voir plus que les autres en délaissant un petit peu la qualité journalistique de leur travail. Le fait d'être démago, le fait de vouloir faire plaisir à une communauté plutôt qu'une autre, pour essayer justement d'avoir de l'argent, des abonnés, des trucs comme ça. Cette mécanique-là, c'est précisément ce que ces mêmes médias reprochent au complotisme, ou ce qu'ils appellent en tout cas le complotisme. D'ailleurs, c'est pas vraiment une situation d'égalité entre les deux, parce que d'un côté, tu as des vieilles chaînes YouTube qui n'ont pas énormément d'abonnés et tout ça, et qui se prétendent pas être autre chose que ce qu'ils sont, enfin pour la plupart en tout cas, et de l'autre côté, tu as tout un système médiatique qui concentre quasiment l'essentiel des moyens de production journalistique et qui le gâche à faire un peu n'importe quoi. Du coup, c'est marrant, c'est marrant. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas uniquement les médias en fait, on constate que c'est l'ensemble de la société qui est en train de se transformer, puisque tu as les moyens de production, de communication, de distribution et de plein de choses qui sont en train d'être bouleversées par ce qu'est Internet, parce que va devenir l'informatique, l'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Ce qui montre bien que ce qui détermine les rapports sociaux, les rapports de force et la production d'une société, c'est les moyens de production de cette société à un instant donné. Tu as énormément aujourd'hui de pensées et de mouvements qui seraient tout simplement pas apparus s'il n'y avait pas eu Internet, s'il n'y avait pas eu Facebook, s'il n'y avait pas eu Twitter. Bref, ce sont bien des rapports très matériels qui conditionnent l'évolution d'une société. Et c'est en analysant ces moyens de production et ces conditions matérielles qu'on peut essayer de comprendre un peu la situation autour de nous et d'expliquer réellement les choses plutôt que de les présumer ou plutôt que de balancer des opinions.
Et ceci était la première vidéo d'une trilogie. Le second épisode, ce sera la semaine prochaine, et le troisième, la semaine d'après. Donc si tu veux pas louper ça, eh ben, tu peux t'abonner. Voilà. En attendant, des bisous, et à la prochaine.